La première question que je voudrais vous poser, vous avez consacré une profonde réflexion sur la structuration de l'ordre international, tant sur la dimension formelle et officielle que officieuse. Je voudrais vous demander, après le G7, le G8 et le G20, la suite c'est quoi? La suite, c'est G, rien du tout, G, personne, ou G, tout le monde, et G, monde. Vous croyez donc à l'utilité, pour peut-être faire un lien avec la réflexion de Jacques Attali, demain qui gouvernera le monde, est-ce que vous pensez qu'il serait utile un gouvernement planétaire? Et si oui, il serait constitué de qui? Mais c'est quelqu'un... Dans cette logique multilatérale, justement, que vous souhaitez. C'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration profonde. Mais il attend. Moi, j'ai la réponse. Demain qui gouvernera le monde, À travers quelle formule institutionnelle, quelle incarnation institutionnelle, par quel mécanisme cette gouvernance multilatérale, puisque c'est cette logique de réforme de la gouvernance justement, gouvernance à la fois comme système, système de valeurs, système d'idées, mais aussi comme process et enfin comme institution. S'il faut donc des institutions, qui va les incarner, comment assurer la représentation, la représentativité de l'ensemble de l'humanité, est-ce que c'est d'abord possible? Tout ce qui se fera, tout ce qui arrivera, comme tout ce qui se fait et comme tout ce qui arrive, est à l'image des caractères profonds de l'humanité, de ses pensées, de ses actes, de ses réflexions, de la manière dont elle conçoit son destin dans une juxtaposition permanente de concessions arc-en-ciel. C'est très beau ce que vous dites. Professeur, la permanence du choc des civilisations semble être une donnée immanente de l'ordre international. Est-ce que cette polarisation n'a pas simplement évolué, elle est devenue mutante avec aujourd'hui la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, ou une polarisation à 2 ou à 4 avec Chine, États-Unis, Union européenne et Russie? Est-ce que cette polarisation n'est pas le symbole de l'existence, de la permanence de ce choc de civilisation, d'une confrontation finalement entre des valeurs, des modèles de développement, de perception du monde, et peut-être aussi de confrontations identitaires? Il y a un livre qui manque ici, Conflit d'éthique et crise des relations internationales. C'est ma belle et ma meilleure réponse à ce que vous venez de dire. Conflit d'éthique et crise des relations internationales. J'ai déjà réfléchi sur la question, mais c'est un champ qui reste encore à explorer et à parfaire. Chaque jour, quand j'imagine ce qui se bouscule dans ma tête, c'est comme si je n'avais même pas écrit un seul livre. Comme si je n'avais même pas commencé pour parler d'une dame qui est enceinte. Les premières contractions pour être accouchée. Professeur, en restant dans la logique d'un meilleur équilibre des rapports de forces internationaux, d'une meilleure participation et de prise en compte des différences et des niveaux de développement, vous avez, à longueur de texte, revenu sur la trajectoire des sociétés africaines. Vous avez consacré de nombreux chapitres, par exemple, à la situation sud-africaine, à celle de nombreux pays aux différents processus de décolonisation. J'aimerais vous demander aujourd'hui, l'Afrique selon vous, dans cette configuration de la scène internationale, comment est-ce qu'elle construit sa propre trajectoire? Quelles seraient les clés de l'essor de l'Afrique aujourd'hui dans une perspective où tous les États-nations parlent de développement à l'horizon 2025, 2030, 2035?
Quelles sont les clés pour la construction d'une trajectoire africaine qui serait pertinente dans une telle configuration? L'idée de globalisation d'une Afrique qui transcenderait les États et qui n'aurait plus de lignes de frontières me paraît... Vous n'y croyez pas? Ou c'est superflu, ça relève du roman. Je m'adresse tout de suite à tous ces partisans. Si vous rencontrez déjà, je suis les diopistes et autres anti-diopien, je suis machin, je suis... vous savez, beaucoup ont... Je pense que certains en sont fatigués aujourd'hui, même la Achille Bébé en sont fatigués un peu. Je vois le texte qu'il écrit pour dire pourquoi il va travailler avec Macron. Il n'y a pas besoin de tout ça aujourd'hui. Le monde est dans un champ de perspective tellement riche, tellement multicolore, qu'il faille aujourd'hui, en réalité, se rendre compte, être obligé d'admettre que les particularismes qui se développent constituent des pôles de travail, des champs d'indépendance identitaire, même à la limite, comme vous aviez dit tout à l'heure, qui nous obligent à abandonner toute idée d'entraîner les gens dans un bloc ou dans un groupe comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. C'est terminé tout ça. Nous allons fonctionner, je l'ai dit tantôt, dans un tissu, dans un faisceau de contradictions et d'intérêts arc-en-ciel qui vont avancer avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, mais qui vont avancer, qui vont se transformer, qui vont trouver des terrains de consensus, ainsi de suite. Alors, l'Afrique, alors, l'Afrique c'est un continent, l'Afrique c'est pas un État. Comme on parle d'Europe, je pense, heureusement, ils ont commencé à déchanter. Ils ont bien vu avec le Brexit et tout, ils voient aujourd'hui l'arrimage de tout ce qu'on a amené dans l'Union européenne, les anciens pays du bloc socialiste. Même ceux qui étaient là avant, la plupart disent écoutez, ça je ne fais pas, ça je ne fais plus, ainsi de suite. Les directives générales sont en train de disparaître. Et il faut se poser la question aujourd'hui en termes de que font les États-nations pris en leur entité reconnue internationalement comme étant souveraine pour faire avancer leur sujet. C'est très important. Comment se positionnent-ils individuellement dans leur système de gouvernance? Quelles sont les chances de réformes importantes? Quelles sont les volontés qui existent pour reformer, pour changer même à la limite les systèmes de gouvernance et obtenir une meilleure contribution, une meilleure expression de population dans les choix de leur destin. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on obtient de manière générale pour une Afrique sur la scène internationale? Vous savez, tout ça est perdu aujourd'hui. Là, il suffit simplement qu'on pose le problème d'une place d'Afrique au Conseil de sécurité, on vous dit Nigeria, Algérie, Égypte, ainsi de suite. En réalité, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut élaguer cette perspective. Il faut d'ailleurs abandonner ce discours et poser le problème en termes d'existence, d'individualité qui est à l'intérieur de cadres nationaux existants, en réalité, consacrés plutôt, sont en mesure d'offrir suffisamment de perspectives à travers un discours, à travers de nouvelles idéologies de travail, à travers une prise de conscience effective du rôle des acteurs, de la place des acteurs et de la définition même de l'acteur. Elle dit que le discours récriminatoire, revanchard, fondé sur les préjudices passés et tout, voilà, si ça en arrive. Nous avons besoin de personnes aujourd'hui absolument intégralement impliquées dans la mécanique de l'évolution, qui prennent des choses de leçons. J'avoue que nous sommes, je dirais pas gâtés, mais on a une chance que l'Europe n'a pas eu. Nous sommes à un stade où nous pouvons dribbler certaines étapes, corriger rapidement certaines choses avant d'embrasser certaines étapes. L'Europe mécanique et industrielle n'a pas eu cette chance-là. À vous entendre donc, on doit être pessimiste par rapport aux perspectives de la ZLECAf, qui est aujourd'hui
perçu comme l'espoir dans la construction d'un vaste marché africain. Non, vous n'avez pas bien compris. Vous savez, rien ne peut s'imposer aujourd'hui. Je vous ai parlé d'un espace constitué de faisceaux d'intérêt qui vont avancer, n'est-ce pas, sur la base de consensus. Il y a besoin de concilier, il faut d'abord admettre les identités qui existent, les faits constitutionnels, les faits géographiques. Ça, en fait, si vous voulez, c'est toute la thématique, toute la problématique de l'importance de la géopolitique dans la définition de la stratégie, de la géostratégie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir des stratégies d'ensemble si vous n'avez pas une bonne considération, une bonne lecture de la géopolitique. Voilà la réalité aussi simple que cela. Prenons l'Afrique centrale. Pourquoi nous avons le problème que nous avons aujourd'hui? Nous aurons beau avoir... Il y a l'Europe qui est une très belle indication. Il y a énormément de difficultés pour faire fonctionner l'Union européenne. Énormément de difficultés. Mais le principe, c'est celui d'une représentation d'un ensemble à l'intérieur duquel on a essayé de systémiser, d'égalitariser, de cristalliser des normes d'organisation interne. C'est ce niveau de travail et d'acception de certains us et coutumes qui permet que l'on puisse avancer globalement. S'il n'y a pas, c'est une perte de temps. Vous allez demander à la Centrafrique où il y a les Bozizés qui prennent encore les machettes. Vous lui parlez à Zef, il ne comprend pas tout ça. Il faut qu'on parvienne à un stade où les systèmes internes, en réalité, atteignent un certain niveau de perfectionnement, où l'expression des citoyennes et des citoyens atteint un certain niveau de modélité, de formatage, qui soit pas trop décalé par rapport à ce qui est à côté. Et dans ma correspondance aujourd'hui au Premier ministre, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est à dessein que je le fais. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'au Gabon, on est engagé la vaccination, en Côte d'Ivoire, même au Tchad, au Sénégal, au Cameroun, on ne parle même pas de vaccin. Ça me permet de faire un lien avec les deux dernières questions que je voudrais vous poser. L'avant-dernière, vous parlez à la page 89 de la mission de libération inachevée. Pour parler à la fois de l'expérience sud-africaine et de nombreux autres pays, surtout ceux de l'ancien empire, entre guillemets, portugais. Si cette libération est inachevée aujourd'hui en 2021, quel est le sens de la lutte aujourd'hui? D'abord, il faut écarter toute idée de lutte. Et ça me permet de faire un lien avec le franc CFA, la question franc CFA que vous avez abordée, pour les pays de la zone franc. Quel est le sens de la lutte pour ces sociétés? Donc, la libération n'est pas achevée. Il faut laisser tomber l'idée de lutte. Toute idée de lutte. Comment se libérer donc? Toute idée de lutte est archaïque. Il faut parler de travail. Barre fondamentale. Toute idée de lutte est archaïque. C'est rebarbaratif. Ça introduit une idée de non-civilité, de guerre, de vexation inutile, de jalousie, de haine. Non. Il faut écarter ça. Il ne faut plus utiliser le langage de la lutte. Les peuples en lutte, les travailleurs en lutte. C'est de la chimère. On sait bien comment ça finit. Certains vont boire leur bière, ils se foutent de vous. Ils ne savent même plus ce qu'ils ont dit avant. Non. Il faut parler de travail. C'est fondamental. Nous avons un travail important à faire. Il faut travailler, c'est-à-dire mener une réflexion profonde sur la monnaie, sur la problématique de la monnaie. Quel est votre avis sur le franc CFA? Parce qu'il ne transparaît pas bien dans le livre, on voit bien comment intelligemment vous montrez les oppositions entre ceux qui défendent et ceux qui en sont contre. Je vais vous dire, je pense que le principe est clair comme l'eau de roche. Nous n'avons pas besoin d'une monnaie que aucune économie ne peut se développer avec une monnaie qu'elle ne contrôle pas. Aucun peuple d'ailleurs ne peut revendiquer sa souveraineté s'il n'a pas sa monnaie. C'est quand on bat monnaie qu'on est souverain. Un pari fondamental.
Votre réponse est claire. Oui, non, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Maintenant, c'est la démarche conceptuelle vers un abandon de cette monnaie. C'est ça. C'est ce chemin qu'il faut travailler. C'est un produit de l'histoire. On ne casse pas l'histoire de 100 ans, 2 jours, qui repose sur un certain nombre de paramètres et de facteurs à la fois fixes et mutants. Mais le principe est clair. Il n'y a pas de souveraineté sans monnaie. Merci, professeur. Dernière question, justement, avec la question, avec l'élément vaccinatoire que vous avez évoqué tout à l'heure. Nous sommes en plein depuis 1 an et demi maintenant dans une sévère pandémie mondiale due à la COVID-19. Et à la faveur, justement, de cette pandémie, on a vu les inégalités de puissance se manifester entre les pays du fait de la puissance des firmes pharmaceutiques, leur capacité à se mettre ensemble dans certaines sociétés pour produire des solutions scientifiques, des vaccins, pour lutter contre le virus. Et on a bien vu une lutte entre grands groupes industriels dans les pays développés qui s'est aussi manifestée. Aujourd'hui, il y a une course au vaccin. Chaque puissance économique, puissance militaire propose son propre vaccin. Quelle est la place des pays en développement dans cette configuration? Si on fait un lien avec l'accord, l'annexe de l'accord OMC que vous avez évoqué tout à l'heure, de 1994, l'annexe qui porte sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, sur la question des brevets. On se souvient de tout la dynamique des débats qui avaient été portés par les pays non alignés, puis les pays en développement, lors de la négociation du cycle d'Uruguay, pour arriver à une prévalence du droit à la santé, du droit à la vie sur les droits économiques en matière de brevets. Est-ce que une telle proposition, une telle démarche de soutien pour les pays pauvres d'un droit à la santé qui est un droit de l'homme, est-ce que cette démarche-là peut prévaloir aujourd'hui face aux forces du marché? Comment l'Afrique peut construire une dynamique qui puisse permettre qu'à son niveau, elle puisse, elle aussi, peut-être à l'interne, produire des solutions pour lutter contre cette pandémie? Quel est votre sentiment par rapport à cette question? J'ai la même réponse. Il faut travailler. Il faut travailler. Ceux qui créent, ceux qui jouissent, sont ceux qui ont travaillé. Ceux qui n'ont pas travaillé n'ont rien. Et quand ils n'ont rien, ils commandent. Et quand ils commandent trop, ils embêtent ceux qui ont travaillé. Et quand ceux qui ont travaillé ont pitié d'eux, ils acceptent qu'on parle de solidarité mondiale. Le droit à la santé est un grand mot, c'est un concept pieux, mais qui ne résiste pas aux réalités de la juxtaposition des intérêts marchands. Le terme de réalité est revenu dans votre propos à de nombreuses reprises, tout comme le terme de négociation. S'il fallait que je retienne 2 maîtres mots de cet échange, ce serait réalité, donc c'est-à-dire réalisme aussi, et négociation. Je vais ajouter travail. Réalisme, négociation et travail. Ce sont les maîtres mots de cette intense réflexion que vous proposez. Je voudrais lire un dernier extrait avant de vous demander si vous avez un mot de fin. Un dernier extrait en invitant tous les Africains à lire cette importante réflexion de Chanda Tomé, réformer la gouvernance mondiale, qui est une réflexion intense, puissante, qui propose, au-delà des questions théoriques, épistémologiques, des relations internationales, la discussion sur toutes les grandes problématiques des rapports internationaux, mais qui rêve d'une Afrique fière, d'une Afrique indépendante, mais d'une Afrique qui travaille. Je voudrais lire un dernier extrait. La remise en cause de l'ordre des puissances
et la dénonciation des avatars du libéralisme outrancier fondé sur les manipulations sales des mafias ont leur sens dès lors que le produit de ces vols à ciel ouvert, diligenté par des vautours impunis, fait partie des mœurs consacrées des gouvernants des nations que l'on dit riches. Il va falloir pourtant repenser profondément les luttes et trouver de nouvelles ressources pour affronter courageusement et résolument les héritiers des menteurs qui de tout temps ont prétendu et prétendent œuvrer pour la paix dans le monde, pour le progrès de l'humanité et pour la stabilité des équilibres. Depuis la nuit des temps, les peuples se sont affrontés, les nations se sont battues, parfois sur des détails, mais chaque lutte, chaque bataille porte l'estampille de la quête permanente et résolue de la dignité. Que l'Occident traite certains de terroristes et d'autres de combattants de la liberté n'a de sens que le niveau de sectarisme et de perversion auquel sont parvenus à se hisser leurs médias. C'est tellement profond ce que vous dites, professeur. Et à la fin de cette réflexion, et je crois que c'est ça la vertu d'un bon livre, on ne sort pas forcément seulement avec des solutions, mais avec beaucoup de questionnements. Merci infiniment d'avoir été l'invité de Ouafrica TV. Nous avons décidé de faire la télé autrement. Est-ce que vous avez un mot de fin, Chanda Tomé? Le travail. Le travail. Merci infiniment. C'est ici que s'achève cet entretien avec l'auteur de Reformer la gouvernance mondiale, Chanda Tomé, qui sera notre invité à la faveur de ce programme dans les jours prochains pour d'autres importantes de ces publications. Nous vous remercions d'avoir écouté.